à Kinshasa, la capitale. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal. Construction du port en eau profonde du Banana, premier pari gagné pour Chéribin Okende, ministre du Transport, voie des communications et du désenclavement. Et c'est le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a posé la première pierre de construction de cette infrastructure portuaire. Non, c'est le cas, c'est un petit reportage. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé ce lundi 31 janvier 2022 à la pose de la première pierre de construction du port en eau profonde de Banana dans la province du Congo central. Le projet se fera en 4 phases, dont la première devra consister en la construction d'un quai de 600 mètres avec un coût de plus de 300 millions de dollars. Elle va permettre d'emmener un volume de trafic de 360 000 conteneurs de 20 pieds pour la première phase qui prendra 2 ans. Le coût total du projet est estimé à plus d'1 milliard de dollars américains. La construction du port en eau profonde de Banana va donc contribuer, selon le ministre des Transports, Voies des Communications et des Désenclavements, Chéribin Okende Senga, à la réduction de la pauvreté par la création d'emplois directs et indirects, la réduction du coût du transport maritime congolais, à améliorer la qualité des infrastructures, promouvoir le transport des marchandises par conteneurs, ce qui facilite la multimodalité. La firme émirati DP World, qui va exécuter à travers son chairman, a indiqué que ce projet est l'un des plus grands investissements de DP World en Afrique. Ainsi, DP World a donc la mission de la conception, du financement de la construction, l'exploitation et l'entretien du port en eau profonde. C'est aussi un projet intégrateur de première priorité pour les communautés économiques régionales comme la CEMAC, le COMESA et la SADC dans le but de désenclaver les pays de ces sous-régions à travers le développement des infrastructures de transport multimodal. Lutte contre le réchauffement climatique. Les USA appuient la République démocratique du Congo dans sa nouvelle politique environnementale du pays. Solution. Dodo Moutiri signe cet élément. C'est dans le cadre du programme Construire un monde meilleur, dans son volet environnement, programme mis en place par le gouvernement américain dans la quête des réponses aux grands défis mondiaux, entre autres le changement climatique, qu'Amy E. Holman, sous-secrétaire d'État adjoint des États-Unis pour les affaires africaines en séjour à Kinshasa, accompagné de Mike Hammer, ambassadeur des États-Unis d'Amérique accrédité en RDC, a échangé dimanche 30 janvier 2022 avec la vice-première ministre de l'Environnement et du Développement durable, Eve Bazaï Bama-Soudine. Les entretiens entre les 2 personnalités ont tourné autour de la possibilité de travailler en étroite collaboration, notamment pour un véritable accompagnement du pays de Joe Biden dans la nouvelle politique gouvernementale de la République démocratique du Congo comme pays solution contre le dérèglement planétaire. Pour l'émissaire du président américain, son gouvernement se dit disposé non seulement à apporter des financements en termes de réponses face aux propositions faites par la RDC lors de la COP26, démontrant sa ferme volonté de lutter contre la dégradation des ressources forestières nécessaires dans la lutte contre ce fléau, mais également à encourager des firmes américaines à investir en RDC. Nous étions ravis d'être accueillis par Madame le vice-premier et le ministre de l'Environnement. Alors, je fais partie d'une délégation qui a été envoyée par le président Biden pour parler d'un programme qui s'appelle Construire un monde meilleur, dont figure un volet sur l'environnement. Alors, nous avons conversé sur des différents thèmes, alors sur le changement climatique, de la possibilité de travailler plus étroitement. Le président Biden s'est entretenu avec Monsieur le Président Tshisekedi lors du COP à Glasgow et nous trouvons que les actions qui avaient pris Madame la Ministre et le gouvernement du RDC a créé pour nous l'idée que la RDC peut être un pays solution envers les affaires environnementales telles que le changement climatique.
envolé sur le programme que va annoncer très bientôt le président Biden sur construire un monde meilleur, dont figure l'environnement. Alors, lors de nos conversations, nous avons demandé à la RDC de nous soumettre une liste de projets dont nous cherchons des financements. Alors, nous allons aussi encourager des firmes américaines de venir investir au Congo, tout en reconnaissant tous les efforts qu'avait fait le président Tshisekedi et tous ses ministres pour combattre la corruption, et nous aimerions faire selon le partenariat que nous avons déjà créé ici grâce à l'ambassadeur et les collègues au gouvernement de la RDC, dont figure l'environnement. Il faut noter que l'objectif de cette mission est de travailler en partenariat pour résoudre les défis mondiaux et faire progresser les intérêts communs, discuter des domaines requérant une coopération élargie pour affronter les crises du réchauffement climatique mondial et de la COVID-19. Bâtir ainsi des chaînes d'approvisionnement diverses et résistantes et créer les conditions pour d'investissements américains et internationaux accrus. La République démocratique du Congo a célébré ce lundi 31 janvier 2022 la journée nationale de la lutte contre la trypanosomiase humaine africaine. Ainsi, une activité a été organisée placée au fleuve Congo, hôtel Agombe, où le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbongani, a appelé les uns et les autres à réduire d'efforts pour éliminer complètement la THA d'ici 2023 à suivre. C'est sous les thèmes en route vers l'élimination et l'éradication de la trypanosomiase humaine africaine que la RDC a célébré ce lundi 31 janvier 2022 la journée nationale de la lutte contre la maladie du sommeil appelée trypanosomiase humaine africaine. À l'occasion, une activité officielle a été organisée ici en la salle de conférence du fleuve Congo Hôtel à Gombe, marquée par plusieurs interventions de partenaires de la RDC dans le secteur de la santé. Ainsi, le premier à prendre la parole, Trad Aton de Pat, d'indiquer que l'élimination de la THA est désormais possible avec l'engagement de tous, en savoir gouvernement, partenaires et population. Nous savons que l'élimination définitive de la maladie du sommeil est désormais possible. Votre présence dans cette salle aujourd'hui témoigne votre engagement à y parvenir d'ici 2030. Prenant la parole à second lieu, Chirac Boulanga de DNDA de revenir sur l'engagement de la dite organisation dans la lutte contre la THA, car précise-t-il, le DNDA a même rendu possible le traitement de cette maladie par la voie orale à l'aide des médicaments entièrement oral développé depuis la recherche en amont, puis testé chez quelques malades avec leur consentement, puis maintenant apporte à tous les malades après avoir passé toutes les étapes réglementaires en 2018. Je parle ici du flexinidazole, de tout premier médicament oral approuvé pour traiter les deux stades de maladie du sommeil. Il s'agit d'une innovation qui pourrait éliminer des hospitalisations et réduire potentiellement le nombre de fonctions lombaires. C'est vraiment un succès majeur. C'est un accomplissement remarquable et je voudrais l'illustrer avec quelques exemples. D'abord, il s'agit d'une réponse à la demande exprimée il y a environ 10 ans par les experts de la maladie du sommeil réunis au sein de la plateforme THA. Cependant, dans son mot des circonstances, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbongani, de rappeler que cette journée vise la sensibilisation de parties prenantes engagées à la lutte contre la THA, à la pérenniser, tout en appelant les uns et les autres à redoubler d'efforts pour qu'à l'horizon 2023, la THA soit complètement éliminée. Pour matérialiser ces efforts dans la lutte contre ce fléau depuis des années, alors que la RDC était une colonie belge, le Royaume de Belgique a entrepris plusieurs actions de lutte, partant de la prise en charge des malades à la lutte antivectorielle que le gouvernement de la RDC a relayée à ce jour par la volonté de passer à la couverture sanitaire universelle,
vision et volonté sans faille de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, qui, de jour comme de nuit, ne ménage aucun effort pour garantir des conditions de paix et de sécurité sans lesquelles aucun travail de santé ne pourrait se réaliser avec sérénité. Et c'est par une visite des différents stands PHA par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention qu'elle s'est clôturée dans une ambiance bon enfant cette activité. Programme de développement des 145 territoires disséminés dans les provinces, les 26 provinces de la République démocratique du Congo, un protocole d'accord signé dimanche entre la firme sud-soudanaise Intertorco et l'entreprise chinoise Senec, ceci dans l'optique de participer activement dans ces vastes programmes activés par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Reportage de Lola Akinyamba et Florine Benga. C'est dans l'optique de participer activement dans le vaste programme du président de la République démocratique du Congo qui consiste à booster le développement des 145 territoires dissimulés dans les 26 provinces de la RDC que le partenaire venant de tous bords s'active pour apporter leurs expertises dans divers domaines, saisissant la balle au banc. Une firme sud-soudanaise, Interterco, et l'entreprise chinoise CNEEC spécialisée dans le secteur minier veulent impulser, mieux matérialiser cette vision du président Félix Tshisekedi en dotant ces territoires des infrastructures viables, routes et autres bâtisses, ce qui a donné lieu à la signature d'un protocole d'accord entre Intertorco et CNEEC ce week-end à l'hôtel Memling dans la commune de La Gombe. Aujourd'hui, avec la volonté du président de commencer très vite le développement de 145 territoires, nous avons décidé de respecter le mode d'ordre du président qui a demandé que les travaux commencent au mois de février ici présent. Et pour compléter le financement à notre disposition, nous venons de signer le contrat avec la société internationale ici. Eux sont prêts à amener la totalité d'argent nécessaire en attendant qu'ils viennent nous rejoindre dans le milieu du mois de février. Nous commencerons déjà avec ce que nous avons et rapidement ils viendront nous rejoindre. Nous allons non seulement construire les routes, les maisons, mais nous allons développer les 145 territoires dans le but et le mot propre de développer les 145 territoires. Madame Florence Dobol, chef de la délégation et manager de l'Intertorco, a salué la concrétisation de ce protocole qui augure un lendemain meilleur. Nationalities, and we are here as Intertorco. With me, I came with my people, representative for Intertorco. There is operation. Florence Alimon, je suis le manager directeur de Intertorco. Je suis arrivé avec une délégation qui est accompagnée de notre expert directeur général qui est M. David et notre ingénieur qui s'occupe de la qualité et qui est M. Charles. Nous sommes arrivés ici, ce n'est pas pour jouer, nous sommes venus pour travailler. Donc nous avons la joie aujourd'hui de signer cet MOU qui nous permet aujourd'hui de vous dire que Intertorco est une société qui est basée en Afrique au Sud-Soudan, en Europe, en Espagne. Nous avons la capacité de financer ce que nous venons de signer aujourd'hui. Pas seulement de financer, nous allons vous amener une nouvelle technologie, nous allons vous amener une transformation de cette technologie à la population locale. Et nous voulons vous rassurer que nous ne viendrons pas pour signer et partir. Nous allons prendre une bref délai pour entrer le plus tôt possible, réaliser la vision du chef de l'État à ce qui concerne le développement de la République. Nous sommes disponibles à travailler avec le chef de l'État et aussi à soutenir la population d'atteindre les niveaux que nous avons aujourd'hui pour quitter et atteindre les niveaux sur le plan des standards internationaux. Et nous voulons vous dire que nous sommes très contents de ce que nous venons de faire aujourd'hui et nous continuerons pour le jour à venir afin que vous puissiez voir réellement ce qui a été signé va passer maintenant en exécution. Intertorco reste ouvert à tout type de projets visant le développement en apportant son appui tant logistique et financier.
Revenons à la cérémonie d'échange de vœux intervenue le samedi 29 janvier 2022 entre les secrétaires nationaux chargés des mobilisations du mouvement de libération du Congo MLC et les présidents communaux. Ces derniers ont été conscientisés afin de jouer pleinement leur rôle des principaux mobilisateurs du parti. Georges Libengue nous en parle. Au cours d'une cérémonie d'échange de vœux organisée le samedi 29 janvier 2022, Désiré Mbondiombondi, secrétaire national chargé de la mobilisation et information du mouvement de libération du Congo et député provincial élu de Limété, a échangé avec le président communal de la fédération de Moamba 1. Occasion pour lui de conscientiser ses présidents communaux à jouer correctement leur rôle, d'autant plus qu'ils sont des principaux mobilisateurs du parti. Le président communal de Kingabwa, sans fil, revient sur la nécessité de la dite rencontre. Le souhait de tous c'est que ce genre de rencontres soient régulières dans l'objectif de profiler des stratégies susceptibles de donner au MLC plus de voix lors des échéances électorales de 2023. Les ressortissants de la province de la Chuapa résidant à Kinshasa en prépare le dimanche 30 janvier 2022 à une réunion convoquée par l'interface du MLC à leur intention. Il était question de partager l'idéologie du président national Jean-Pierre Bemba Gombo consistant à remporter les élections législatives à tous les niveaux. Suivez. L'interface du mouvement de libération du Congo, province de la Chuapa, Richard Lokota, a réuni les ressortissants de cette province résidant à Kinshasa, avec qui il a partagé l'idéologie du président national qui consiste à remporter les élections législatives tant au niveau national que provincial. Par la même occasion, il a procédé à la remise des cartes des membres aux nouveaux adhérents du MLC.
Tout à fait autre chose à présent. Radiation de Jean-Marc Kabound à Kabound, président AI au sein de l'UDPS Tshisekedi. Robert Nkoumou, l'un des cofondateurs de ces partis présidentiels et président national des vétérans de l'UDPS, préfère lui parler d'un désaveu de la base avec Jean-Marc, désaveu de Jean-Marc Kabound par la base et non d'une radiation. Suspension définitive et radiation de Jean-Marc Kabound au sein de l'UDPS. Robert Nkoumou, l'un des cofondateurs de ces partis présidentiels, préfère parler du désaveu de Jean-Marc Kabound par la base et non une radiation, car dit-il, aucune disposition statutaire du parti prévoit cela. Kabound a été désavoué par toute la base du parti. L'UDPS, c'est un parti de masse. Parce que c'est un parti de masse, une fois désavoué par la base, vous cessez d'avoir la chance de diriger l'organe. Ça, c'est un. De deux, il détenait même un mandat spécial impropre au statut, en violation du statut du parti. Les trois, Jean-Marc Kabound devait absolument partir. Il a causé du tort au parti. Ça, c'est un fait. Depuis que je suis à l'UDPS, depuis 1985, j'ai adhéré à l'UDPS, je n'ai pas vu quelqu'un qui a mal géré le parti comme Jean-Marc Kabound. Il doit partir. Absolument. Il doit partir comment? Au regard des statuts. À l'UDPS, l'article 3 dit l'adhésion à l'UDPS est libre. La sanction, vous entrez librement et vous sortez librement. La sanction disciplinaire de la radiation n'existe pas à l'UDPS. C'est la première fois j'apprends une décision unique de radier quelqu'un au sein d'un parti de masse. À l'UDPS, on constate l'auto-exclusion. Cette décision qu'ils ont prise en violation des statuts, c'est incorrect. La gestion de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux face à la crise qui sévit actuellement suscite des réactions approchées à ces sujets. Albert Moleka, acteur politique et ancien directeur des cabinets porte-parole d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, appelle les uns et les autres au consensus et l'unité autour du respect des textes. Il a été interrogé par Gisèle Olivier Toko et Dédi Mujinga. L'urgence et les défis de l'UDPS Félix Tshisekedi aujourd'hui est de se réunir autour de ces textes. Ces propos sont d'Albert Moleka, ancien directeur de cabinet porte-parole d'Étienne Tshisekedi, face à la crise qui sévit au sein du parti présidentiel. Je pense que l'urgence et le défi pour l'UDPS Tshisekedi aujourd'hui, c'est de se réunir et de s'entendre autour de ses propres textes, de sorte que le parti soit géré d'une manière cohérente et d'une manière efficace. Tant qu'il n'y a pas de consensus et d'unité autour du respect des textes, il est difficile de gérer un parti politique dans la stabilité et surtout face aux enjeux auxquels le pays est confronté et auxquels le pouvoir, le régime est confronté. Or, l'UDPS fait partie du pouvoir, du régime qui est au pouvoir aujourd'hui. L'UDPS d'aujourd'hui est un parti qui est géré, qui est dirigé par des personnes qui ont leur propre histoire dans l'UDPS Tshisekedi, et c'est leur temps. Vous savez, chaque gestion et chaque gestionnaire a l'occasion d'imprimer sa personnalité, ses pensées, ses idées, et face
aux enjeux du pouvoir, parce qu'aujourd'hui, encore une fois, l'UDPS est partie prenante du pouvoir, donc de la gestion de la Respublica. Il faut évidemment que l'UDPS puisse se distinguer dans une vision personnelle à elle et dans une méthode de gestion aussi qui puisse refléter ce que les Congolais ont retenu des leçons donc, du combat des fondateurs de l'UDPS historique et principalement d'Étienne Tshisekedi Lumumba, d'heureuse mémoire. Peut-on en parler de la disparition du FCC face à la vague de départ des ténors vers l'Union sacrée de la nation? En tout cas, à cette question, Omar Sambou, cadre de l'ULDC des Raymond Tshibanda, de répondre que ceux qui partent n'ont jamais été des vrais kabylistes qui n'étaient là que pour l'argent. Il est ici au micro de Gisèle Etoko, encore une fois de plus. Le FCC reste-t-il une coquille vide au regard de toutes ces traversées des ténors de cette plateforme vers l'Union sacrée? Non, répond Omar Sambo, cadre de l'ULDC de Raymond Tshibanda. Pour lui, ceux qui s'en vont n'ont jamais été des kabylistes, ils étaient là que pour l'argent. Bon, tous ceux qui quittent, c'est tout à fait normal. Un peu politique, on peut se réveiller un bon matin et choisir son camp. Ceux qui quittent, ce sont des gens qui n'ont jamais accepté l'idéologie de Joseph Kabila, qui n'ont jamais été de vrais kabylistes. Ce sont des gens qui étaient là juste pour des postes, l'argent, etc. Alors, comme ils jugent correct au moment où nous sommes de quitter, ils n'ont qu'à partir et nous autres on reste là. Les FCC n'est pas resté une coquille vide, c'est juste que ce sont des ventriotes, ce sont des gens qu'on appelle des mauvaises herbes, donc ils peuvent simplement quitter et laisser la famille politique de Joseph Kabila Kabange très à l'aise pour les enjeux à venir. L'FCC existe encore et FCC existera. À l'instant où nous sommes, l'FCC est piloté et dirigé, coordonné par Raymond Tshibanda, celui qu'on appelle les stratèges. Voilà depuis qu'il a eu la gestion de l'FCC, vous voyez vous-même, il n'y a plus de mauvais vent, il n'y a plus de mauvais vent, parce qu'il faut bien assainir, voilà, c'est ça le travail. Et Raymond Tshibanda incarne la volonté de Joseph Kabila Kabange. Il ne faut pas placer Joseph Kabila Kabange au même niveau que des présidents de partis politiques. Non, Joseph Kabila Kabange a déjà dépassé ses niveaux. Parler ou pas, il a ses lieutenants, parler ou pas, il a des personnes qu'il a totalement confiance. Et voilà, vous pouvez voir Kabila à travers tous ces gens-là. Actuellement, au sein du FCC, il faut voir Raymond Tshibanda ainsi que le bureau que Kabila a donné confiance, a fait confiance exactement pour piloter et diriger le FCC pendant ces moments difficiles que le FCC venait de traverser. Parlons sport à présent. Le Cameroun, l'Égypte, le Sénégal et le Burkina Faso sont en demi-finale de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations après les quarts de finale qui ont eu lieu le week-end dernier au Cameroun. Plus de détails dans ces papiers commentaires de John Michel Moukadi. C'est de la Teranga, les Pharaons et les Étalons qui sera sacré roi d'Afrique dimanche 6 février à l'issue de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Parmi les protagonistes, deux multiples champions d'un côté, les Cameroun et l'Égypte, et de l'autre, des novices, le Burkina Faso et le Sénégal. Déjà vainqueurs de la CAN 5 fois, les Lions indomptables. L'inévitable capitaine Mohamed Salah a répondu présent, lui qui veut enfin remporter un premier titre avec son pays. En s'imposant 1-0 face à la Tunisie en quart de finale, les Étalons ont confirmé une règle. À chaque fois qu'ils sortent des poules, ils vont au minimum dans les derniers carrés. Les Burkinabés vont jouer leur 4e demi-finale de l'histoire de la CAN face au Sénégal qui fait figure de diesel. Les Lions de la Teranga ont battu la Guinée équatoriale 3-1, surpassant leur adversaire malgré
une petite frayeur et un bien encaissé. Les Sénégalais courent derrière leur premier titre continental après deux finales perdues en 2002 et 2019. Les programmes de demi-finale affichent mercredi 2 février 20h au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, Burkina Faso Sénégal, et jeudi 3 février à 20h au stade Olembe de Yaoundé, Cameroun. Au-delà bien sûr de tout ça, mais on voit ce ballon qui est mis. Et puis c'est sur cette note que nous mettons un terme, mesdames et messieurs, à cette grande édition du journal. Merci de votre confiance renouvelée et l'info est en continu sur votre chaîne.